trop m'attarder. 2 ou 3 questions parce que nous avons un panel après. Je donne la parole au grand professeur M. Fteri, qui est parmi nous. شكرا سي أخي وصديقي أستاذ سي مصطفى. Je tiens à remercier infiniment l'ENSAM d'avoir organisé ce forum. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant et je tiens à remercier également les intervenants. Alors, je voudrais réagir par rapport à la présentation de mon ami Stade Wazar sur un certain nombre d'éléments. Ce n'est pas des questionnements, mais plutôt c'est des réflexions. Moi, la situation dans notre pays, surtout en matière d'eau, c'est une situation qui est très inquiétante. Et on doit tenir compte même les chiffres qu'on avance, parfois ils posent énormément de problèmes. Moi, je me rappelle très bien que les chiffres qui ont été avancés depuis 10 ans. Et je crois que c'est une mission urgente de la recherche scientifique de revoir ces chiffres qui ne viennent parfois des sources, des rapports officiels, mais je crois que la recherche scientifique doit intervenir pour apporter quelques corrections, quelques éclaircissements, quelques mises à jour de ces chiffres en matière de ressources en eau. Donc la situation chez nous en matière d'eau dans sa relation avec le changement climatique pose énormément de problèmes et je crois qu'il faut poser la question, à mon sens, ce n'est pas uniquement en termes de consommation, en termes techniques, mais je crois en termes des choix politiques. Le mode de développement que nous avons bien sûr adopté jusqu'à présent, et c'est vrai, nous avons opté pour un nouveau modèle de développement, je crois on doit revoir nos choix politiques en matière des questions de l'eau. Un deuxième point, j'ai apprécié beaucoup l'approche Nexus. L'approche Nexus, lorsque nous avons adopté cette approche des bassins hydrauliques, normalement, l'approche Nexus doit être mise en application à travers, bien sûr, ce mécanisme. Mais qu'est-ce que c'est que l'approche Nexus? L'approche Nexus, ça dépasse un peu la vision sectorielle pour voir la question dans sa globalité et dans ses différentes interférences. Et je crois que la question de Nexus nous interpelle, et surtout en ce qui concerne le mode de gouvernance dans cette question de l'eau. Aussi, vous avez posé, professeur Sidris, la question de l'EGR, la gestion intégrée des ressources en eau. La gestion intégrée des ressources, donc normalement, il vient pour résoudre le problème de la coordination et de rapprocher un peu les différents intervenants. Mais je crois que nous avons encore un grand problème. Et la question ne concerne pas uniquement les scientifiques, mais elle concerne aussi les différents intervenants au niveau du territoire. Et c'est quelque chose de très intéressant. Donc, l'éducation, la recherche, la formation, le renforcement de capacité qui doit être mené par l'université, je crois, il doit cibler ces acteurs si on souhaite vraiment mettre en application l'approche gestion intégrée des ressources en eau. En ce qui concerne l'éducation et la formation, c'est vrai, il faut changer la mentalité. Vous avez, madame, parlé de cette expérience très intéressante et c'est triste. La question des oreilles, les traités, on peut même les utiliser, c'est pas pour uniquement à des fins d'arrosage ou d'agriculture, même pour la consommation domestique. Mais je crois que ça pose un grand problème en ce qui concerne le changement de mentalité et des attitudes. Et ça, c'est un grand problème parce que parfois, nous avons des préjugés. Je crois que le champ de l'éducation, de la formation, il doit jouer sur cette question du changement. Et l'éducation, à mon sens, il n'est pas séparé de la formation. Et je parle, moi, éducation axée sur l'approche Nexus, changement climatique, eau, mais aussi sécurité sociétale, parce que nous avons des problèmes de gestion des catastrophes et nous avons bien sûr un certain nombre. Et la question, c'est vrai éduquer, c'est vrai innover, mais nous avons besoin de l'argent. Je crois à l'investissement et l'implication
via le secteur privé. Les collègues, ils ont parlé de partenariat public-privé. Je crois que c'est un élément fondamental. Moi, je vous remercie et je félicite l'institution, les organisateurs pour le choix et pour l'organisation de vraiment cette manifestation scientifique très réussie. Voilà, merci. Monsieur et monsieur, deux questions. Salam alaikum. Je tiens à remercier moi aussi le staff de l'INSA pour la présentation, pour l'organisation de l'événement, étudiants et professeurs. Et je remercie aussi les intervenants. Donc je me présente tout d'abord, je suis Raji Hicham, je suis ingénieur en génie hydraulique et environnement. Et je travaille en tant qu'expert métier dans la direction de recherche d'ingénierie de la formation au sein de l'OFEPT, de Koulmehani. Donc on travaille sur l'ingénierie de la formation dans le domaine de l'eau et de l'environnement. Je veux juste faire des petites interventions à propos des deux interventions de nos experts. Donc, M. Delis, il a parlé d'un truc qui est très important, c'est la sensibilisation et la formation. Donc, même si on fait beaucoup de travail, on s'adapte à plusieurs problématiques, mais si on a un problème de sensibilisation et de formation, on va avoir un grand problème. Monsieur l'expert, il a parlé il a dit que est-ce que les Marocains ils peuvent accepter de boire une eau usée traitée comme une eau potable. Donc déjà, en tant qu'une personne de métier, la question qu'on m'en pose souvent par les personnes, ils me disent toujours, par exemple, je connais Sidi Ali, Sidi Hazan, par exemple, Casa, je suis installé à Casa, les personnes de Casa, ils ne boivent pas mais la majorité des personnes, l'eau de robinet. On achète souvent l'eau donc ici, il y a un problème. Donc on a un grand problème dans la partie sensibilisation et communication. Donc si on communique les informations sur l'eau, on ne va pas avoir ce type de problème. Pour la deuxième intervention, donc Mme Mendy a parlé de plusieurs expériences au niveau du Japon. Donc je vais prendre l'occasion de vous parler d'une expérience que j'ai vécue au niveau du Japon. Donc j'étais invité par un partenaire dans le cadre d'une formation en traitement des eaux usées. Donc on a fait une formation dans le cadre d'une station d'épuration qui a été conçue au niveau de la région de Marrakech. Donc si vous entendez par le centre de Bourani. Donc Bourani, dans la région de Marrakech, c'est un centre dans lequel les Japonais ont implanté un système de traitement des eaux usées dans le centre, normalement dans le but d'avoir une eau épurée avec zéro odeur et avec moins de production de boue. Donc ils travaillent sur deux trucs. Ils ont travaillé sur une catégorie de bactéries qui ont le pouvoir de traiter les eaux usées et ne pas avoir une odeur par la suite. Ils travaillent aussi sur la partie aération, donc il appelle ça HPM, donc le microbubble aérateur. Donc la question qui se pose, c'est que la station de Bourani, maintenant ils travaillent à merveille, donc ils ont les bons rendements, les bons rabattements des BO5, des SO, etc. Mais les Japonais, ils ont donné à ce centre-là une quantité de 5 ans, des coagulants floculants et des quantités pour que la station fonctionne. La question qui se pose, après ces 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pourquoi pas faire des recherches et investir des bactéries qui rassemblent ces bactéries-là au niveau du Maroc? Pourquoi pas faire des recherches et fabriquer des coagulants, floculants propres au Maroc? Et donc c'est ça le problème de recherche et industrie. Madame, j'ai deux petites questions pour finir. Première question, je veux juste savoir à propos de filtres imbriqués. Vous avez parlé de temps de séjour. Donc je veux juste savoir c'est quoi le temps de séjour de ce type de procédé?
c'est combien. Je veux juste savoir, est-ce qu'on peut l'utiliser en tant qu'outil quotidien. Donc, dans les maisons, s'il a un temps de séjour réduit. Deuxième chose, je veux juste savoir, le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait dans le cadre du traitement des eaux usées, dans le cadre de la phytoépuration, le traitement des eaux usées par les plantes. Merci. Il est à noter que Hicham Raji, il ne faut pas oublier que c'est un étudiant qui est passé à l'ENSET il y a une dizaine d'années. Oui, 10 ans. 10 ans. Il est la première promotion de la licence TES. Il était parti à Asmat, je pense, à la université, où il a fait son cycle d'ingénieur. Et nous sommes ravis de l'avoir aujourd'hui. Merci pour vos commentaires et vos questions pertinentes. Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que je vais commencer avec la sensibilisation. Je vais commencer avec la sensibilisation, c'est vrai. On a fait beaucoup de sensibilisation en général pour rationaliser la consommation d'eau, pour ne pas vraiment gaspiller trop d'eau. On a vu les agences du bassin, les régies, tout le monde faisait ça. Mais pour moi, je trouve que c'est pas suffisant. C'est pas vraiment suffisant et ça n'a rien donné. On continue toujours à gaspiller. Que ce soit à la maison, ou à la hammam, ou là partout, on est des gaspilleurs. L'importance de l'eau. Chaque goutte d'eau, il compte. Donc bientôt, les prévisions des experts du climat, 2040, c'est bientôt, on est déjà en 2024-2025. Alors là, le stress hydrique pour le Maroc est parmi, et ça a été montré par le professeur Waza aussi, parmi les pays qui seraient très touchés par le stress hydrique. Mais pour moi, la seule chose qui marche, c'est l'application des lois et de la réglementation et des normes. Tant qu'on n'a rien fait dans ce volet, il ne suffit pas d'écrire les lois et les laisser dans les tiroirs. Si on ne les applique pas, si on n'est pas rigoureux, on n'avancera jamais. Et je vous dis un exemple. Par exemple, la période du Covid-19. Tout le monde devait porter le masque, d'accord? Au début, on ne le portait pas, hein, personne ne veut le porter. Mais quand le ministère de l'Intérieur a pris la décision, si vous ne portez pas, vous devez payer une amende, tout le monde a porté le masque. On sortait tous avec des masques. Ah, donc c'est ça. Et il faut appliquer la réglementation, c'est ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, c'est obligatoire. Quand une industrie rejette des eaux usées contaminées par des polluants toxiques dans la station d'épuration de la ville, par exemple, elle devrait pré-traiter. Elle devrait contribuer à traiter ou à pré-traiter ces eaux avant de les rejeter dans le réseau qui va ramener les eaux usées vers la station. Autrement, la station il sera bousillée. Comme ce qui se passe à Marrakech, par exemple, lorsque pendant les campagnes en Léopold ou certains tanneries rejettent dans le réseau alors là, on a la station de l'eau activée d'un système biologique. Et malheureusement, il devient inapte à fournir une qualité d'eau souhaitée. Donc c'est ça. Il faut passer à l'application des normes, des lois rigoureusement. Si on ne fait pas ça, on n'avancera jamais. On sensibilisé aux médias, on n'aboutira jamais. C'est tout, c'est ce qui marche. Alors, le pollueur-payeur. Le pollueur-payeur, mais le pollueur-payeur, mais malheureusement, on n'applique rien du tout. On n'applique rien du tout. Et les pollueurs, ils continuent à polluer. Il y avait une fois, même le canal de Rocade, qui alimentait la station d'eau potable de Marrakech, il y avait des huileries qui ont ramené des citernes, ils les ont versées dans le canal. Imaginez une eau fraîche polluante, et ça a pollué toute la station de traitement de l'eau potable. Je ne parle pas des eaux usées, de l'eau potable. Et ça, c'est grave. Et n'en parlons pas des rivières
contaminés de tout ça. Pourquoi? Parce qu'on n'applique pas la loi évidemment, tout simplement. Pour revenir à vos questions, monsieur, donc, oui, je ne connais pas cette technologie, ce projet, j'ai aucune idée sur ce projet, mais c'est ça l'inconvénient. Parce que lorsqu'on importe une boîte noire, et on l'installe, et les gens, ils étaient payés sans partie, c'est nous subissons les conséquences et les dégâts. Alors, normalement, on ne pense jamais à la pérennité, parce qu'on ne fait pas une étude à long terme, qu'est-ce qui va se passer. On se contente juste de régler le problème à l'instant. Et après, quand les problèmes surgissent, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je te dirais, le résultat final, on va abandonner cette station et on va construire une nouvelle, et on gaspille notre argent. C'est ce que nous faisons au Maroc, d'ailleurs, et dans les pays similaires. Malheureusement, on abandonne ce projet. Ça m'a allé plus notre projet tout simplement. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Alors, je reviens pour le temps de séjour. Le temps de séjour, le temps de rétention hydraulique, en fait, pour le filtre impliqué vertical, c'est moins d'une journée. C'est vraiment moins d'une journée. Mais bien sûr, nous, on applique une charge hydraulique par mètre carré par jour optimisée de 200 litres par mètre carré par jour. Donc pour optimiser, bien sûr, on a travaillé sur différentes charges hydrauliques. Quand on a une charge élevée, on n'arrive pas à des abattements très importants, mais on essaie de travailler avec une charge hydraulique optimisée, mais je peux vous envoyer les articles si vous voulez. Pour le vertical, c'est quelques jours. C'est quand même beaucoup plus... ça laisse plus de temps de résidence aux eaux usées dans le système pour que le biofilm interagisse et qu'on arrive à des abattements importants, en particulier des pathogènes. Donc j'espère que j'ai rien oublié. Merci. Juste une dernière question à monsieur qui insiste. S'il vous plaît, soyez court, on est à court du temps. Allez-y. Bonjour, Ahmed Benella, conseiller économique, social et environnemental. Question directe et courte. Vous avez commencé votre intervention en disant qu'il fallait valoriser le passé en parlant de l'expérience des licences professionnelles. Moi, je dirais aussi qu'il faudrait valoriser les expériences réussies. Et tel que vous le décrivez, c'est une expérience réussie. Je ne parle pas du fond, du contenu de la recherche, mais sur le dispositif. Donc un partenariat entre une université publique marocaine, une université ou même d'autres centres de recherche étrangers, une entreprise publique marocaine, avec des productions scientifiques, des publications, des encadrements de thèses, mais aussi des applications industrielles, une start-up, un brevet, c'est extraordinaire. Donc si vous pouvez juste nous dire qu'est-ce qui a fait que ça a marché. Est-ce que vous avez eu des difficultés, comment vous avez pu les surmonter? Vous avez parlé que c'était un financement de l'université, est-ce que c'est sur fonds propres de l'université? Pour le projet en lui-même, est-ce qu'il n'a pas eu des difficultés bureaucratiques à justement utiliser de manière fluide ces fonds pour les choses qu'il voulait au moment qu'il voulait? Donc, juste un peu, parce que on entend beaucoup des expériences qui coincent pour des questions bureaucratiques. Si vous pouvez juste nous dire comment... Oui, merci beaucoup pour ce commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, rien n'est facile. C'est vrai, moi j'ai beaucoup plus insisté sur le côté positif parce que je suis plus optimiste, mais il y a toujours beaucoup de barrières, beaucoup de problèmes qu'on doit, mais quand vous avez la volonté, comme on dit, quand on veut, quand on peut, il faut surmonter les barrières, quel que soit. Moi j'y crois principalement, et bien sûr les financements de nos projets, ce n'était pas uniquement l'université. Bon, pour l'université, c'était uniquement pour la construction de la STEP, et c'était rapide, parce qu'on était lors de la COP22, et on a besoin d'accélérer, et tout a été fluide, mais sinon la bureaucratie, ça existe, bien sûr. On a du mal à gérer les projets européens quand l'argent rentre à l'université, ça c'est général, dans toutes les universités publiques, on a ce problème, d'accord? Mais bien sûr, les fonds, ils venaient aussi de l'ONEP, grâce à cette collaboration avec l'ONEP aussi.
une partie du projet a été financée par l'ONEM. Et il y a aussi un financement de l'USAID qui a contribué en particulier dans le projet qu'on a installé dans le milieu rural. Donc c'est un financement diversifié, bien sûr. Et pour les collaborations, bien sûr, au début, concernant, j'ai parlé des industriels qui intervenaient. Au début, d'abord, on avait la réticence des collègues au sein de l'université. C'est-à-dire les professeurs qui étaient contre les licences professionnelles à l'époque. On a souffert. Et ils disaient, non, vous vous amusez, c'est quoi cette licence? Ils ne donnent rien, on n'a pas besoin, il n'y a que la licence fondamentale. Et actuellement, on est en train de pousser tout le monde à aller vers la professionnalisation. Donc vous voyez, on a eu beaucoup de difficultés. On ne comptabilisait pas les horaires d'enseignement. Si quelqu'un vient d'un autre département, ou les externes, quand ils viennent enseigner, on leur donne en particulier les formations continues. Parce que moi, j'ai aussi été responsable d'une formation, d'une licence professionnelle en formation continue, mais qui était diplômante à l'époque, qui était encore diplômante, parce que maintenant, ça n'est plus le cas. C'est plutôt un certificat donné par l'université, mais nous, on a fait la première, elle était diplômante, et on avait du mal à payer les vacataires. La gestion, même si les participants à la formation payent, parce que c'est des gens qui viennent des municipalités, c'est des ingénieurs, c'est des entreprises, c'est des cadres de l'ONE qui suivaient la formation pour avoir un diplôme, et c'était sérieux, tout était sérieux, mais quand on arrivait au paiement des vacataires, des gens qui venaient de l'extérieur, on a eu du mal et des difficultés qu'on a pu surmonter, alhamdoulilah, et on a quand même, c'est sûr qu'au Maroc, il y a plusieurs histoires comme ceci. Moi, j'ai parlé de la nôtre parce que j'ai vécu pendant plusieurs années, et je suis contente que cette formation actuellement est dans un centre d'excellence. Il s'intègre parfaitement dans le pacte SRI et dans les nouvelles formations, et c'est toujours la base, elle a été fondée en 2005. Donc toujours il y a les difficultés, il faut les surmonter. Merci.